Bienvenue à toutes et à tous. On n'y pense pas toujours, mais quand on achète en ligne, on dépend presque totalement des banques, hein, comme tiers de confiance. C'est clair. Mais ce système, il a ses faiblesses. Les transactions sont pas vraiment irréversibles. Il y a les coûts de médiation qui sont pas top pour les petits paiements. Oui, ça freine pas mal de choses. Et puis, il faut toujours donner plein d'infos perso aux vendeurs. Toujours. Aujourd'hui, on va donc explorer un texte fondateur, le fameux livre blanc de Satoshi Nakamoto. Bitcoin, un système de paiement électronique pair à pair. Le point de départ de tout. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment ce système essaie de nous permettre d'envoyer de l'argent directement de personne à personne. Sans passer par une banque. Voilà, en se basant sur la crypto, des preuves mathématiques, plutôt que sur la confiance. Et la grosse question, comment ça règle le problème de la double dépense? Exactement. La double dépense. C'est le nœud du problème. Avec une pièce numérique, comment être sûr qu'elle n'est pas dépensée deux fois? Hmm, La solution habituelle, c'est la banque centrale, l'intermédiaire qui vérifie. Et c'est justement ça que Bitcoin veut éviter. d'accord. Et la proposition de Nakamoto, elle est assez élégante, je trouve. Un réseau pair à pair, donc d'égal à égal. Oui, Il enregistre publiquement toutes les transactions. En fait, il les groupe dans ce qu'on appelle des blocs. des blocs. Oui, il les sécurise avec un hash, une sorte d'empreinte numérique unique, et il les enchaîne dans le temps, grâce à un mécanisme clé, la preuve de travail. La preuve de travail. Ce qui fait que cet historique public devient quasiment impossible à falsifier. Alors cette preuve de travail, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, il faut résoudre une énigme mathématique. Une énigme? Oui, et ça demande beaucoup de puissance de calcul. De CPU, comme on disait à l'époque. D'accord. Trouver la solution, ça prouve que tu as fait l'effort, que tu as dépensé cette puissance. Et ça te permet de valider un bloc de transaction. Et comme ça coûte cher en calcul, Bah oui, du coup, c'est très très difficile pour quelqu'un de revenir en arrière et de changer l'historique. c'est ça l'idée. Un peu une unité de calcul égale un vote. C'est un peu ça, oui. La chaîne de blocs la plus longue, celle qui a nécessité le plus de travail cumulé, eh bien, elle est considérée comme la version officielle par la majorité du réseau. C'est le consensus. Et concrètement, comment ça tourne, ce réseau? Alors, c'est un processus assez simple en théorie. Premièrement, les nouvelles transactions sont diffusées à tout le monde, à tous les nœuds du réseau. Ok. Deuxièmement, les participants, ces fameux nœuds, ils les rassemblent dans un nouveau bloc potentiel. Mhm. Troisièmement, là c'est la course. Ils cherchent tous à trouver la preuve de travail pour leur bloc. Le premier qui trouve, Voilà, le premier diffuse son bloc validé sur le réseau, et les autres? les autres vérifient, est-ce que les signatures sont bonnes, est-ce qu'il n'y a pas de double dépense dans le bloc, si tout est OK, Ils l'acceptent. ils l'acceptent, ils l'ajoutent à leur propre copie de la chaîne, et ils commencent à travailler sur le bloc suivant en se basant sur celui qu'ils viennent de recevoir. C'est très décentralisé, pas de chef. Les nœuds peuvent arriver, partir. Exactement, c'est très flexible. Mais qu'est-ce qui les motive, ces nœuds, à faire tout ce travail de calcul et surtout à rester honnêtes? Ah, la question de l'incitation. Le papier parle d'une récompense. En fait, le nœud qui trouve la preuve pour un bloc, Oui. il a le droit de créer de toutes nouvelles pièces de monnaie, des bitcoins. Et de se les attribuer, Ah, d'accord, la création monétaire. c'est la carotte. C'est l'incitation principale, oui. Après, il peut aussi y avoir des petits frais de transaction qui s'ajoutent. Et l'argument, c'est que même quelqu'un de mal intentionné, Oui, c'est intéressant ça. Même en attaquant avec beaucoup de puissance de calcul, il aurait probablement plus intérêt à jouer le jeu, à suivre les règles pour gagner ses récompenses. plutôt que d'essayer de tricher. Exactement. Parce qu'en trichant, il risquerait de détruire la confiance dans le système et donc la valeur des pièces qu'il pourrait voler ou créer frauduleusement. C'est un peu contre-productif. Malin. Le document parle aussi d'aspects plus techniques, non? Pour que ça reste gérable, cette chaîne qui grandit tout le temps? Oui, la question de l'espace disque. C'est vrai que si on gardait toutes les transactions depuis le début, ça deviendrait énorme. Alors, Alors, Nakamoto propose d'utiliser les arbres de Merkle. C'est une structure de données, une astuce cryptographique en fait. qui permet de faire quoi? Ça permet de résumer toutes les transactions d'un bloc en une seule empreinte, très courte, le Merkle Root. Et même si on supprime les vieilles transactions du bloc pour gagner de la place, On peut quand même prouver plus tard qu'une transaction spécifique était bien dedans. tout à fait, sans garder toutes les données, c'est assez efficace pour compacter l'historique. Et la vie privée, la confidentialité dans tout ça, si tout est public. Alors là, c'est basé sur le pseudonymat. C'est-à-dire que les transactions sont liées à des adresses Bitcoin, qui sont des clés publiques. Pas des noms de personnes. Non. Donc on voit bien les flux d'argent entre les adresses, c'est transparent. Mais on ne sait pas qui contrôle ces adresses. Sauf si. Sauf si, par exemple, tu utilises plusieurs de tes adresses dans la même transaction. Là, on peut deviner qu'elles appartiennent à la même entité. Donc ce n'est pas un anonymat complet, plutôt un pseudonymat.
D'accord. Et si malgré tout, quelqu'un essaie de tricher, de faire une double dépense? Le papier aborde ça avec des probabilités. En gros, la chance qu'un attaquant réussisse à imposer une fausse version de l'historique, à annuler une transaction, elle diminue. Très vite. De manière exponentielle, oui. À chaque nouveau bloc qui est ajouté par-dessus la transaction. Chaque bloc, c'est comme une confirmation supplémentaire. Plus tu attends de confirmation, plus ça devient astronomiquement improbable de pouvoir revenir en arrière. La puissance de la preuve de travail accumulée rend ça quasi impossible. Bon, si on résume, Bitcoin, tel que présenté dans ce papier, c'est une tentative assez radicale, hein, Ah oui? de créer un système de paiement direct, de pair à pair, Sans banque, basé sur la crypto, les signatures numériques, la preuve mathématique. et sur ce consensus décentralisé, la preuve de travail, pour avoir un historique public fiable. Ce qui est assez fascinant, je trouve, c'est comment une forme d'ordre, de robustesse, émerge de ce système qui paraît simple, sans structure centrale forte. C'est vrai. Les nœuds, en fait, ils collaborent sans vraiment se coordonner, juste en suivant leur propre intérêt, la récompense. Et ils votent avec leur puissance de calcul pour maintenir le tout. Dernière pensée peut-être pour nos auditeurs. Le document original, il ancre vraiment la sécurité et le consensus sur la puissance de calcul, le CPU de l'époque. Oui, c'est central. Ça pose question, non? Comment un tel système peut évoluer et rester sûr face aux énormes changements technologiques qu'on a vus depuis, ou si cette puissance de calcul se concentre massivement entre quelques mains? C'est une excellente question pour conclure, en effet. Ça ouvre tout un champ de réflexion sur l'avenir et l'évolution de ces technologies.